Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, 2 ans d'entretien, 2 ans d'écriture et le résultat est là. Une nouvelle édition de Notre corps nous-mêmes, classique féministe publié pour la première fois il y a près de 50 ans aux États-Unis. On parle de ce manuel de parentalité avec Anaïs Lebrun-Berry. Anaïs Lebrun-Berry, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buan. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Programme de français aujourd'hui. Et l'actualité, c'est l'ouverture à Bordeaux d'une exposition intitulée Le Petit Prince, l'Odyssée immersive. Et puis rendez-vous comme chaque semaine en fin d'émission avec Célie Luton sur les rayons de sa librairie. Une sélection destinée à des élèves de primaire avec pour chaque livre le même point de départ, les petits-enfants et leurs grands-parents. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti. Grand Oral. Anaïs Lebrun-Berry, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, spécialiste des questions de parentalité et vous faites partie de ce collectif de 8 femmes qui a entièrement réécrit un grand classique féministe intitulé Notre corps nous-mêmes, un livre qui avait été publié pour la première fois aux États-Unis en 1978. Il était arrivé en France 2 ans plus tard, en 80. Et là, il ressort, c'est une version entièrement nouvelle, aux éditions Hors d'atteinte. Et le sous-titre a son importance, Manuel de parentalité féministe. Un tout petit mot historique, Anaïs Lebrun-Berry, le collectif a voulu reprendre ce flambeau du collectif de Boston. C'était quoi, c'était qui ce collectif de Boston, auteur du premier manuel? Oui, alors je me permets juste de vous corriger, c'est Nos enfants nous-mêmes. En fait, c'est Notre corps nous-mêmes. Mais alors... Notre corps nous-mêmes est le premier tome, en fait. Nos enfants nous-mêmes étant le deuxième. Autant voilà. Pour moi. Pas de souci. Le collectif de Boston, c'est un collectif qui s'est créé en 1969, donc en plein mouvement de libération des femmes aux États-Unis. On se rappelle qu'à cette époque-là, l'IVG n'était pas encore légal, donc il y avait quand même des combats sur le corps des femmes qui étaient importants. Et ces femmes étaient chercheuses universitaires à l'université de Boston. Et elles ont commencé à créer des groupes de parole entre femmes, donc sans hommes, pour évoquer les questions de leur corps, de leur sexualité, de leur grossesse, de leurs règles, de leurs désirs, etc., entre femmes. Ces groupes de parole ont commencé à se multiplier. Il y a des verbatims qui sont sortis de ces groupes de parole qui étaient assez aidants pour les femmes. L'idée, c'était vraiment de se dégager d'un regard et patriarcal et médical aussi, qui gardait le savoir médical tout-puissant sur le corps des femmes, donc se réapproprier son propre savoir, son expertise de femme. Et donc, il y a des petites brochures qui ont commencé à circuler. À l'époque, c'était vraiment sous le manteau, donc on se passait comme ça, c'était auto-imprimé. Et puis, de ces brochures, ensuite, il y a eu un voyage de ces chercheuses aux États-Unis. Elles sont allées un peu partout, elles ont recueilli la parole de plus de femmes, elles ont touché plus de populations. Et de ces brochures, elles ont fait un livre qui s'est appelé Notre corps nous-mêmes. Et puis ensuite, il y a eu le 2e tome sur la question de la parentalité, Nos enfants nous-mêmes. Et ensuite, il y a eu des collectifs donc, et de traductrices et d'autrices qui ont repris le flambeau en France et donc qui ont réactualisé ces 2 versions. Et c'est comme ça qu'elles étaient arrivées, ces versions, en France en 1980. Je prends 2 mots qui étaient groupe de parole et entre femmes. Dans le travail que vous avez accompli avec vos 7 collègues, vous avez conservé ces 2 principes. Je disais qu'il y avait eu 2 ans d'entretien, mais c'est aussi 2 ans d'échange entre vous pour essayer de reproduire toute cette richesse d'échanges. Oui, alors en tout, le travail a duré 4 ans, parce qu'en fait, on a commencé en 2020, c'était en plein Covid. On a eu effectivement 2 ans de temps de recueil de parole, d'abord entre nous, ensuite on a ouvert au cercle de nos proches, et ensuite on a rencontré des étrangères, des étrangers, des inconnus partout. En plus, avec la visio aidant, le Covid, on développait la visio, on a pu atteindre aussi des gens qui étaient aussi à l'étranger, qui étaient loin, dans des zones rurales, etc. Et puis, 2 ans d'écriture, donc en tout 4 ans de travail pour arriver à réactualiser ça. Et toujours pas d'hommes, pourquoi? Oui, c'est une bonne question. Alors effectivement, au début, il y avait des hommes dans notre collectif parce que nous avions envie, on travaille évidemment, nous on était toutes à peu près militantes dans des collectifs associatifs et on travaillait déjà sur la question de l'égalité femmes-hommes. Et pour nous, c'était important d'avoir au départ un collectif plutôt mixte, avec des pères ou des futurs pères qui pouvaient aussi se questionner comme nous sur tout un tas de sujets. Et puis, on a commencé à travailler et on s'est aperçu, en fait, par l'expérience, qu'à chaque rendez-vous de travail pour travailler sur le livre, les hommes n'étaient pas là. Donc, ils n'étaient jamais disponibles.
Ah bon, au moins, il ne vous coupait pas la parole. Voilà, alors voilà, il ne coupait pas la parole, mais du coup, il n'était pas là. Donc, au bout d'un moment, en fait, on s'est dit, mais on ne peut pas, nous, dans l'expérience de ce travail-là, qui est aussi, en plus de notre vie de mère, on était toutes mères de jeunes enfants à l'époque, sauf Violaine, mais voilà, prise là-dedans, dans notre vie professionnelle, dans un temps de Covid qui était compliqué pour les parents, enfin voilà. Et en plus, d'avoir cette expérience où il fallait qu'on fasse un effort supplémentaire pour ramener les hommes dans le travail. Et c'est dingue, mais vous leur avez demandé pourquoi ils venaient pas. Ah ben, ils n'étaient pas dispo, ils avaient trop de travail, soit ils allaient boire des verres, soit ils avaient, je sais pas, des activités sportives, des choses. Enfin, il y avait toujours une excuse, mais sûrement une bonne excuse de leur côté, qui faisait qu'ils n'étaient pas disponibles. Donc effectivement, en constatant ça, on s'est dit, bon, on va s'épargner cet effort-là, parce que c'est quand même un effort de 4 ans de travail, et bon, on s'est dit que ça allait être plus simple. Et puis ensuite, on a aussi intégré des personnes dans le collectif. Le collectif s'est constitué progressivement, et il y avait aussi des personnes qui ne souhaitaient pas particulièrement avoir des hommes dans le collectif, et nous, du coup, on s'est dit qu'on allait respecter cette position-là. L'un dans l'autre, finalement, voilà, ça a fonctionné. Du coup, ça a fonctionné. Si on arrive au contenu, alors le livre est extraordinairement riche, c'est, je ne sais plus combien il fait de pages, 400 pages, mais c'est écrit petit, c'est un grand format, oui. Néanmoins très facile à lire, parce que bourré d'intertitres, d'encadrés, il y a quelques photos aussi assez belles qui viennent illustrer le propos, mais il est extrêmement copieux, on ne va pas pouvoir tout dire. Prenons quand même au tout début quelque chose, avant l'enfant, et avant nos enfants nous-mêmes, il y a la question du désir ou du non-désir d'enfant. Oui. Et ça, vous l'interrogez beaucoup. Je ne sais pas si c'était le cas d'ailleurs il y a un demi-siècle, mais c'est une question qui a l'air assez omniprésente aujourd'hui. Comment se construit le désir d'enfant ? Oui, alors pour nous, c'était très important de commencer cet ouvrage par la question du choix. Alors, c'est un ouvrage de parentalité féministe, donc effectivement, notre angle est féministe, donc la question du choix, elle se posait, c'était une évidence en fait pour nous. Et puis, on voulait aussi visibiliser cette expérience du non-désir d'enfant, qui est toujours difficile à exprimer pour les femmes, notamment aujourd'hui. On parle aussi de manière plus technique de la stérilisation volontaire, par exemple, donc des actes qui sont toujours difficiles à faire aujourd'hui pour tout un tas de personnes qui le souhaitent. Donc effectivement, il y avait cette question aussi de se dire, mais en fait, la parentalité, ça part pas de l'expérience d'être parent. C'est aussi s'interroger avant sur son propre désir d'enfant ou pas, et éventuellement se dire qu'on n'a pas envie d'en avoir. Avec une pression qui reste très forte. Je cite le livre, « Toutes les femmes ont un jour entendu cette question, et l'enfant alors c'est pour quand ?» Elle est posée, poursuivez-vous, comme quelque chose de normal, une évidence, et elle est corrélée au fameux, et je mets des guillemets car ils sont dans le texte, instinct maternel. Oui, absolument. Ce sont des représentations très stéréotypées pour les femmes qui persistent toujours. Alors, pèsent lourd. On en parle de plus en plus, donc la parole s'ouvre, donc c'est un peu plus facile à déconstruire, mais c'est quand même toujours très lourd. Alors, certaines décident quand même d'avoir des enfants, elles en éprouvent le désir, l'enfant arrive, et là, premier choc, j'allais dire, tout le tabou de l'après-accouchement, du postpartum. Alors on parle parfois de la dépression postpartum, ça c'est relativement documenté, mais même sans faire de dépression, il y a un tas de choses extrêmement désagréables qui arrivent aux femmes, et là elles le découvrent en le vivant, on ne les a pas prévenues. Oui. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est pas prévu et que, en fait, c'est la surprise. C'est qu'il y a une non-transmission aussi de femme à femme, de mère à fille, par exemple, de cette expérience-là. C'est-à-dire que tu vas avoir mal, pour le dire très simplement. Voilà, mais c'est pas que avoir mal, c'est aussi, on peut saigner longtemps, on peut avoir des difficultés pour l'allaitement. L'allaitement, c'est aussi une expérience qui peut être très difficile et très traumatisante pour beaucoup de femmes qui pensent qu'en fait, parce que le discours général, c'est tu vas voir, on met l'enfant au sein et c'est facile. En fait, c'est pas comme ça. Pas forcément pour tout le monde. Donc il peut y avoir un manque de transmission, il peut y avoir aussi, je pense, un défaut d'information dans la sphère publique de manière générale. Et là, on voit quand même que ça arrive maintenant au niveau des sages-femmes. Par exemple, je pense au travail d'Anna Roy qui fait un travail phénoménal là-dessus pour vulgariser, mais de manière positive. Mais pour qu'en fait ce discours-là passe, que non, tout n'est pas facile en fait. Donc là, ça commence à sortir un peu. Mais effectivement, toute la période du postpartum, il y avait très très peu d'informations pour les femmes. Elles étaient très démunies. Et puis en plus, c'est une période où elles sont très seules. Lucie Béguin, Perrine Benoît, Gundo Diawara, Violette Dutrot, ou Dutrop, je ne sais pas comment on prononce. Dutrot, j'ai bien prononcé. Laetitia Latapi, vous-même, Anaïs Lebrun-Berry, Héloïse Simon, et la participation de Fatimata Diagana, autrice de Nos enfants, nous-mêmes, et je ne me trompe pas cette fois, manuel de parentalité féministe. Il vient de sortir aux éditions Hors d'atteinte et on continue à en parler juste après l'Anti-Sèche. Guillaume Buan.
Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous allez bien? Ça va? Super. Ce matin, c'est un voyage que vous nous proposez, un voyage dans l'univers d'Antoine de Saint-Exupéry à l'occasion d'une exposition. C'est à Bordeaux, Le Petit Prince, l'Odyssée immersive. Ça parle à tout le monde, hein. Et oui. Le Petit Prince, avec l'ouverture aujourd'hui, effectivement, c'est à Bordeaux, au bassin des Lumières. Et puisque les images valent plus que des mots, je vous propose de regarder le petit teasing de cette exposition. On va aller un petit peu plus loin, justement, que cette vidéo avec Humbert Vuatrin. Il est directeur, justement, des bassins des Lumières à Bordeaux. Alors, première question, pourquoi avoir mis à l'honneur Le Petit Prince ? C'est un monument de la littérature. C'est un univers extrêmement graphique, puisqu'on sait qu'Antoine de Saint-Exupéry a réalisé lui-même toutes les aquarelles qui sont dans l'ouvrage. Et cet univers graphique se prête particulièrement bien aux expositions numériques dans les bassins. Et je pense qu'en plus, c'est une œuvre qui est particulièrement adaptée, puisqu'en fait, on peut y retrouver plusieurs niveaux de lecture et chacun va y trouver son compte, que ce soit sur un premier degré pour les enfants, et puis peut-être une portée plus philosophique et de réflexion pour les adultes. Alors, durant cette odyssée, vous allez traverser le temps. Il y a plusieurs chapitres, justement. Comment s'articule cette exposition? Écoutez. Le parcours, on va dire narratif, est vraiment fidèle au roman, et donc on va retrouver effectivement les différents chapitres un peu dans l'ordre du roman d'origine. Le but, c'est de rester le plus fidèle possible, évidemment. Le crash du pilote dans le désert, la rencontre du petit prince avec le pilote, les échanges et récits entre la quête du petit prince qui vient de son astéroïde V612, ses questionnements sur la rose, etc. Puis les rencontres avec les différents personnages lorsqu'il va aller dans les différentes planètes visitées, avec le roi, le vaniteux, le buveur, le businessman, l'allumeur de réverbères, le géographe, etc. Et puis sa déambulation terrestre dans la solitude du désert, avec la rencontre aussi du serpent, du renard, qui sont des personnages aussi clés. Et puis évidemment la quête finale avec le pilote vers le puits. La morale d'Antoine de Saint-Exupéry, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est extrêmement simple et très profonde. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Alors, si vous ne connaissez pas justement le bassin des Lumières, sachez que c'est une ancienne base sous-marine qui est du côté de Bordeaux. Elle a été construite donc par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a 4 secteurs qui ont été récupérés sur plusieurs milliers de mètres carrés notamment, donc vraiment à découvrir, où les images sont réfléchies en fait sur l'eau, mais aussi sur les murs. Voilà comment ça s'articule pour, on va dire, l'espace. D'où le bassin des Lumières, et pas l'atelier des Lumières qui est la structure équivalente à Paris, puis il y en a un peu partout dans le monde. Effectivement, on aura l'occasion d'aller justement à l'atelier des Lumières, ce sera pour une prochaine chronique, mais pour rester sur celle-ci, la bande son, là aussi la musique utilisée, c'était extrêmement indispensable, il fallait qu'elle soit adaptée. Écoutez. Une bande son qui puisse justement être parfaitement adaptée aux différents moments, chapitres, que ce soit des moments de réflexion, des moments d'émotion, etc. Et donc là, on a une bande son vraiment très variée. Ça peut être des BO de films, hein. Par exemple, je pense à Ennio Morricone, Il était une fois dans l'Ouest, ou et pour quelques dollars de plus. Ça peut être aussi des choses plus classiques, comme du Camille Saint-Saëns avec la danse macabre ou le carnaval des animaux, de la pop, du rock. Et c'est cette bande-son qui est à la fois riche et variée, qui fait que on plonge vraiment dans un univers bien singulier. Le Petit Prince, qui a été publié en 1943. Un mot sur son histoire quand même, sur le succès immédiat et planétaire du bouquin. Ouais, c'est exactement ça. C'est à New York en fait que débute cette histoire. La première publication se fait justement dans cette ville américaine, un phénomène puisqu'il y a plus de 300 millions d'exemplaires qui ont été vendus et qui traversent les frontières et les époques, avec ce message porté par Antoine de Saint-Exupéry. Chaque année, 5 millions d'exemplaires de ce livre mythique sont une nouvelle fois vendus. Le Petit Prince qui a été aussi traduit mondialement, plus de 550 traductions
officielle. Ça a été décliné aussi en film. Ça, voilà. Il y a des séries télévisées aussi pour les enfants, des parcs d'attractions, des événements partout dans le monde. Alors vous pouvez en profiter jusqu'au 18 décembre prochain. C'est au Bassin des Lumières, c'est à Bordeaux avec des tarifs qui varient de 9 € pour les 6-25 ans, 18 € pour les parents et les accompagnateurs. Guillaume, merci beaucoup. Direction Bordeaux pour cette belle exposition immersive. Nos enfants nous-mêmes n'est ni un manuel de bonne éducation des enfants, ni un simple guide pratique, mais plutôt un outil d'autonomisation, loin des conseils non sollicités, des jugements et des critiques, des injonctions permanentes, des clichés de genre et autres stéréotypes sociaux. Fin de citation extraite de cet ouvrage dont on parle avec Anaïs Lebrun-Berry. Grand oral, la suite. Il y a les dommages physiques de l'accouchement, il y a aussi les dommages psychologiques. Et pareil, dont on ne parle pas forcément beaucoup, parce qu'une fois de plus, on parle, alors là pour le coup de temps en temps, de la dépression postpartum, mais parfois il y a des trucs désagréables qui ne vont pas jusqu'à la dépression, mais une situation psychique qui est quand même dégradée pour les femmes. Oui, une situation psychique dégradée qui est souvent liée à la question de l'isolement, quand même. Alors ça peut être un isolement dû à une reprise du travail du conjoint, par exemple, dans le cas d'un couple hétéro classique où le père prend son congé paternité et repart travailler. Ça peut être une mère qui est très isolée parce qu'elle n'a pas de relais familial autour d'elle. Ça, on le voit beaucoup avec les familles maintenant qui sont éclatées géographiquement et les grands-parents peuvent être loin. Des mères qui sont sans forcément amis disponibles autour d'elles. Enfin, la période du postpartum est une période vraiment très et il y a très peu d'informations. Très intense. Donc là, on apprend par cœur nos enfants nous-mêmes parce qu'il y a plein d'informations utiles. Il y en a sur d'autres aspects, sur le droit, sur l'économie. Je ne vais pas vous interroger dessus parce que là, pour le coup, il y avait dans les autrices, voilà. Certaines autrices, effectivement. Préciser quand même qu'il y a toujours de réelles inégalités sur la prise des congés parentaux entre les deux parents, et ça, c'est très bien documenté dans le livre, tout comme des réflexions sur l'organisation du monde du travail, où finalement, dans le monde du travail, être père ou devenir père, c'est plutôt sympa, c'est plutôt valorisé. On est un homme responsable, de temps en temps, en plus, on peut essayer de se faire bien voir en partant à 18h pour s'occuper des enfants, alors que c'est un petit peu quand même la moindre des choses, mais parfois les hommes demandent des médailles pour ça, et tout ça est très bien raconté dans le livre. L'enfant est là, dans les particularités, là encore, de cet ouvrage extrêmement riche, il y a votre préoccupation autour de certaines problématiques, et notamment sur les stéréotypes de genre. Oui. Est-ce que ça reste un défi considérable aujourd'hui que d'élever son enfant sans lui plaquer ces stéréotypes de genre qui, c'est vrai, nous viennent de partout? Oui, ça reste un défi parce que ça peut être des stéréotypes que nous-mêmes avons intériorisés. Donc ça veut dire qu'on va les reproduire aussi de manière inconsciente en élevant nos enfants, en étant avec eux au quotidien. C'est aussi des stéréotypes qui sont véhiculés dans l'espace public et médiatique. On le voit. Je pense notamment au travail extraordinaire que fait Pépite Sexiste en interpellant les marques, notamment dans les marques commerciales, en fait, qui du coup aussi vendent tout un tas de choses par le biais des stéréotypes. Oui, c'est un collectif, on voit régulièrement, moi je vois les petites parutions dans les réseaux sociaux. Oui, voilà. Elles vont faire une photo, une citation en disant voilà, et les gens leur font remonter effectivement des choses, ça peut être des photos dans des supermarchés ou effectivement des affiches, des campagnes d'affichage, tout ça c'est très intéressant. Donc on le voit à quel point aussi dans l'espace public nous sommes baignés de ça. Et ça touche les hommes autant que les femmes. Enfin, les hommes autant que les femmes, peut-être les hommes plus que les femmes, mais les femmes ne sont pas abstraites de ces stéréotypes. Non, pas du tout. Il y a aussi beaucoup de femmes qui ont intériorisé et puis l'hétéronormativité, et puis aussi l'homophobie, et puis vous voyez toutes ces normes en fait qui sont des normes sociétales et qui sont complètement construites et que nous-mêmes aussi avons intériorisées et que nous reproduisons. Dans les sujets qu'on aborde régulièrement dans cette émission, il y a la question de la santé mentale des enfants et notamment des adolescents. Il en est un peu question dans le bouquin. Alors vous la traitez à travers la difficulté d'être parent, mais en disant qu'il y a une augmentation des troubles psychiques chez les jeunes, particulièrement chez les filles, et que ça, pour les pères comme pour les mères, mais on va dire pour les mères, puisque c'est la cible numéro 1 de votre livre, c'est un défi constant. Oui, c'est un défi constant qui est aussi lié à un problème structurel qui est l'état de notre système de santé. Aujourd'hui, de notre système de santé publique. On sait que c'est très difficile aujourd'hui d'avoir une hospitalisation en urgence pour des problèmes psy, du fait de fermeture de lits et du fait de l'état catastrophique des services de psychiatrie et notamment de pédopsychiatrie. On sait à quel point on manque de pédopsychiatres et de psychiatres aujourd'hui. Donc les jeunes filles sont particulièrement touchées. Alors bon, il y a plein de causes à ça, mais on peut aussi penser aux facteurs des réseaux sociaux, à effectivement aussi l'importance des stéréotypes de genre
au niveau des réseaux sociaux et notamment sur l'apparence corporelle des jeunes filles, donc à quel point on sait que les troubles du comportement alimentaire, la sexualisation du corps des petites filles, sexualisation du corps des petites filles, etc. Donc bon, tout ça, l'usage de TikTok par exemple, on sait à quel point c'est délétère pour la santé mentale des jeunes filles. Donc bon, il y a plein d'autres facteurs, mais effectivement, ça c'est quelque chose qui, dans les préoccupations parentales aujourd'hui, pèse beaucoup. Qui pèse extrêmement lourd. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est plus difficile d'une certaine façon d'être mère aujourd'hui que ça l'était il y a 50 ans quand le collectif de Boston a publié son livre? La question peut-être complètement idiote, vous pouvez me le dire aussi. Non, c'est pas idiot. Je suis pas sûre de ça, mais là c'est plutôt une opinion personnelle, donc je parlerai pas au nom du collectif, mais je suis pas sûre. Je pense que ça a pris d'autres formes. Je pense que les problématiques ont évolué, notre société a évolué, les lois ont évolué. Oui. Je vais préciser ma question alors. Oui. J'y pense en fait parce que vous parlez de la puissance des réseaux sociaux, vous parlez de TikTok et qu'on voit aussi qu'on élève ses enfants sous le regard des autres et sous cette pression-là qui n'existait pas de cette façon-là il y a encore 20 ans. Oui, je pense que ce qui a changé, c'est peut-être le fait que maintenant, à l'intérieur du foyer, il n'y a plus de coupure. C'est-à-dire que le numérique est aussi présent à l'intérieur du foyer et que du coup, il y a une intrusion. On le voit très bien dans les questions de harcèlement qui se prolonge à la maison. Le cyberharcèlement perpétue le harcèlement physique qui est à l'école. Donc, effectivement, il n'y a plus vraiment de frontières, d'isolement et de repli protecteur pour les enfants. Mais il n'y en a plus pour les mamans non plus, parce que selon... Vous parliez de l'allaitement, par exemple. Il y a des comptes sur les réseaux sociaux qui sont très pro-allaitement et en gros, si vous n'allaitez pas, vous êtes une mauvaise mère. Et puis il y a aussi beaucoup de fake news sur la parentalité. Il y a aussi beaucoup de gens qui en font leur business aujourd'hui, donc qui vont vous raconter des choses, que effectivement le stress va causer tel dommage sur votre enfant, que si vous n'allaitez pas, ça va créer tel problème de santé chez votre enfant. Enfin voilà, donc il faut aussi pouvoir faire la part des choses. Nous, dans notre manuel, on a essayé, donc c'est très sourcé. Je pense que vous l'avez vu, donc comme vous disiez. C'est un livre très documenté, extraordinaire. On référence beaucoup toutes nos assertions et tout ce qu'on donne comme stats ou comme chiffres, c'est toujours référencé. Il y a une copieuse bibliographie à la fin, si je me souviens bien. Et c'est vraiment pour outiller les parents, pour leur dire attention aussi à tout ce que vous lisez, tout ce que vous entendez. Faites votre choix, mais faites votre choix éclairé. Voilà. Vous aviez créé, je crois, une association de soutien à la parentalité ? Alors non, en fait, on est nous, enfin le collectif. Je parle pas du collectif, je parle de vous. Ah, moi, non. Non, pour sortir les mères de l'isolement. Non, moi, j'ai été militante dans une association qui s'appelle Parents et Féministes. Parents et Féministes. Voilà, j'ai été militante. Je suis toujours membre, mais j'ai été plus active. L'objectif était de sortir les mères de l'isolement. En fait, vous en avez parlé de l'isolement. C'est pour ça que je repense à cette association. Pardon de vous en avoir fait la fondatrice, mais vous pensez que c'est vraiment un sujet majeur aujourd'hui, cet isolement des femmes ? Oui, l'isolement des femmes et l'isolement des parents en particulier. C'est vraiment. Je pense que c'est aussi une conséquence de notre système socio-économique dans lequel on baigne. On sait que le néolibéralisme crée de l'isolement. Enfin, tout repose sur l'individu et ça, c'est difficile. Donc, ça casse un peu les effets du collectif. On dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, mais en fait, où est le village en fait ? C'est ça la question. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire avec ce livre, c'est de dire, votre village, vous pouvez peut-être trouver des ressources de ce village dans ce livre. Voilà, et on dit parfois que quand un vieillard meurt, si je file vos métaphores, c'est une bibliothèque qui s'éteint. Et bien là, en l'espèce, elle se remplit bien, la bibliothèque, avec nos enfants. Nous-mêmes, manuel de parentalité féministe, il vient de sortir aux éditions Hors d'Atteinte. On dit édition entièrement réactualisée. En vrai, c'est entièrement réécrite. Il n'y a plus rien du texte initial dedans. Non, pas du tout. On s'est complètement éloigné du texte initial. Merci beaucoup, en tout cas Anaïs Lebrun-Berry, vous êtes faite la porte-parole de ce collectif de 8 femmes qui a fait ce travail tout à fait formidable. Merci, vous restez, si vous le voulez bien, avec nous, parce qu'on va maintenant pousser les portes d'une librairie. Peut-être y trouvera-t-on nos enfants nous-mêmes. Ce que je sais, c'est qu'on y trouve plein de bouquins pour les enfants et pour les adolescents. Et cette librairie, elle est tenue par Célie. Et comme toutes les semaines, on retrouve Célie Luton. Célie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Sur les rayons de votre librairie, 3 ouvrages. Il n'y en a pas pour les ados aujourd'hui. C'est maternelle élémentaire. Et c'est un petit peu un spécial vacances de la Toussaint, qui sont un peu des vacances réputées relier les petits-enfants aux grands-parents. Exactement. Donc, je me disais, les grands, on va les laisser un petit peu tranquilles. Et les petits, on leur propose des bouquins. Oui.
On commence Celui-ci est avec, non magnifique. pas les vacances de Monsieur Hulot, mais les vacances de Hulotte. C'est signé Juliette Lagrange. C'est chez Kaléidoscope. Je vous présente toutes mes excuses. Nous n'avons jamais encore parlé d'Hulotte, alors qu'elle est adorable, une petite chouette, mignonne comme tout, un peu pétocharde. Pour ça, elle aime bien avoir papa et maman avec elle. Mais cette année, c'est le drame. Papa et maman ont décidé de partir en vacances en amoureux, sans leur petit oisillon, et l'emmènent chez papy et mamie. Elle va passer la pire semaine de sa vie. Je me tourne vers la psy, c'est malin ça de dire à son enfant on part en amoureux comme s'il empêchait l'amour. Oui, non. Il faut pas. Hein. Non, il faut Ouais, pas. il faut pas. Très mauvaise idée des parents de la petite Hulotte. Et pourtant, elle va passer les meilleures vacances de sa vie. Elle Parce fait qu'avec juste un tout papy petit et peu la mamie- tête hein, quand elle arrive. Oui, mais bon, c'est Hulotte. Au départ, ça va pas. Voilà. Et finalement, papy va lui apprendre à fabriquer un outil pour attraper les poires dans l'arbre. Ils vont jouer à la pétanque, ils vont cueillir les champignons. Ça va être trop Un mot rapide. sur les illustrations qu'on voit, elles sont très belles. Ah, c'est incroyable. Ouais. Alors vraiment, nous n'avions jamais parlé d'Hulotte ici, mais je vous ai déjà parlé de Nickel le Teckel. Et ça, c'est un autre coup de cœur. Également de Juliette Lagrange. Toujours. Kaléidoscope, c'est quel âge? À partir de 3 3 ans. Oui. On Oui, est oui. d'accord. Deuxième proposition, le fantôme de Suzanne Fougère, de Marie Desplechin, que nous avions reçu dans cette émission. Là, on est plutôt en fin d'école élémentaire. C'est la collection 9 de l'école des loisirs. À partir de 9 ans. C'est ça. Une histoire d'Halloween. Halloween approche et pourtant, ce n'est pas une histoire pour faire peur. Inès entend une voix. La voix d'une petite fille. Elle se présente, elle s'appelle Suzanne. Passé la surprise et la peur, Suzanne et Inès vont devenir très copines. Qui est Suzanne? D'où vient-elle? Que veut-elle? Inès va tout faire pour l'aider. Et c'est un très beau livre, très belle couverture, signé François Roca, qu'on avait reçu lui aussi, très bon Oui. illustrateur. Les ruines mystérieuses, enfin, de Max Ducos, c'est chez Sarbacane. Alors, le dernier Max Ducos, avec un clin d'œil sur son précédent album, Mon Passage Secret, l'histoire d'un petit garçon qui est un petit peu malheureux, voire même complètement dévasté au début de l'histoire. Papy n'a plus les moyens d'entretenir le château familial. Ah oui, c'est des vrais problèmes de l'existence, ça. Eh ben, bien Ah sûr. bah oui, attendez, Oui. vous naissez avec un château, on vous l'enlève. Ben c'est ça, on ne peut pas l'entretenir. Le 10 maire ans. vient tous les jours. 10 ans d'analyse au moins, très, très bon business. Mais non, ne sous-estimons pas les enfants. Comment on fait pour résoudre les problèmes des grands? Ben, on fait venir des enfants. Et voilà. Et on va découvrir un trésor, peut-être. On va partir à l'aventure. Là, en tout cas, on le cherche, on le voit, cette bande d'enfants qui est en train d'escalader des... Les ruines mystérieuses. Oui, alors évidemment, suspense, rebondissement, je n'en dis pas plus. Juste, le château ne deviendra pas un hôtel, ni un spa, ni un complexe de luxe. C'est un petit spoil quand même. Vous avez envie de savoir? Ouais, on va Mais je regarder. dirais pas. Bon, d'accord. Voilà. On le lit alors, ça s'appelle Les ruines mystérieuses, c'est de Max Ducos, chez Sarbacane, des 5-6 ans cette fois. Oui, minimum, parce que le texte est quand même Un peu long. plus de texte. Et Voilà. si on peut le lire vers 7-8 ans, je trouve que c'est encore plus intéressant. Parce que... Mais parce qu'en fait, c'est nous qui allons mener l'enquête avec Lise, Louis et Octave. Super. Voilà. C'est un Céline. petit tuyau. Merci beaucoup pour cette très belle sélection une fois de plus. Anaïs, merci beaucoup de nous avoir Merci à accompagnés vous dans pour cette l'invitation. émission. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Julie Horner au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission. Elle est en régie aujourd'hui avec au son Thibaut Goury-Lafont, à la réalisation Alice Pitavi. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et pour ce qui est du Grand Oral, vous retrouvez aussi la version audio sur les principales plateformes de podcast. C'est une nouveauté de cette année.